Bienvenue à la première épisode de la série H2H Academy, les top closers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on te parle d'astuces, de trucs, de façon concrète que tu peux mettre en branle dès maintenant là, afin d'améliorer, afin d'augmenter tes ventes indiennes à la fin de la journée. Je te laisse là-dessus. Fait que je vais commencer. Première étape de ce live-là qui va se dérouler comme en 3 temps. Pour commencer, on va donner comme des trucs super pratiques que toi qui écoutes en ce moment, tu vas pouvoir appliquer comme ça dans tes ventes. Fait qu'on, on veut comme simplifier la chose. Ensuite de ça, on va parler de hard close versus soft close. Donc, quand est-ce que tu dois faire un hard close? Quand est-ce que tu dois faire un soft close? Ou pourquoi faire un ou pourquoi faire l'autre, tout simplement. Puis on va terminer avec le processus de vente, donc parler de l'importance d'avoir un processus de vente, puis comment te donner un petit peu de trucs pour te bâtir ton processus de vente si tu n'en as pas à l'heure actuelle. Donc, au moins les étapes là, pour pouvoir structurer un petit quelque chose. Là, ben oui, c'est ça, pour qu'au moins tu ne sois pas dans le néant à chaque fois que tu t'en vas pitcher à ton client, puis tu pars à gauche, tu finis encore à gauche parce que tu n'as pas réussi à avoir une ligne directrice, tu n'as pas réussi à avoir justement une séquence qui fait du sens dans ton processus de vente. Good, fait que je vais commencer avec le premier nugget, PL. Let's go, chef. Je vais te laisser partir là-dessus. Un bon closing démarre toujours avec une bonne relation client. Okay? Puis ça, on voit que c'est oublié par plusieurs personnes qui vont mettre beaucoup leurs produits de l'avant, qui vont mettre les avantages, les bénéfices, qu'est-ce que ça peut faire, mais puis ils vont même, surtout, là, je l'ai oublié, mais surtout le prix. Hein? Beaucoup de gens vont essayer de closer par le prix, de dire qu'ils ont un meilleur prix, puis ils n'ont aucune relation avec leurs clients. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ultimement, pour ceux qui me connaissent ou si vous ne me connaissez pas dans les vidéos de présentation, moi, j'ai une entreprise de système d'alarme et maisons intelligentes. J'évolue dans un environnement où est-ce qu'on a des loss leaders. Donc, des loss leaders, c'est quoi? C'est des gens qui droppent les prix de 40-50% parfois pour essayer de gagner les soumissions. T'sais. Puis, ironiquement, on réussit encore à être dans les meilleurs au Canada dans l'entreprise. Et selon moi, ça passe uniquement par la relation. Parce que les gens nous font confiance, puis achètent notre produit. Puis on leur dit, on le verbalise. Si vous allez voir mon compétiteur, il va se baisser les culottes juste pour gagner par le prix. T'sais. Puis nous aussi, on peut vous faire un bon prix. Mais la relation, elle est au cœur de mes préoccupations dans la vente. Et évidemment, tu ne peux pas closer, même un soft close, si tu n'as pas une bonne relation. Parce que ça va, parce que closer, c'est mettre une pression adapté à ce que tu en comprends pendant le processus de vente, c'est de venir aller demander le contrat puis le prendre, puis des fois être un peu agressif. Entre parenthèses ici, là, le mot agressif dans la vente, il n'y a pas la même signification que dans la vie de tous les jours. Là. Donc, d'être un peu plus agressif, mais tu ne peux pas, même pas te permettre un peu d'agressivité dans ton processus de closing si tu n'as pas créé de relation. C'est vraiment le nerf de la guerre. Là, j'ajouterais à ça, j'ai noté un point, c'est assez récurrent. T'sais, on voit des gens, des fois, qui closent facile. Ah, j'ai closé mon client. Puis, tu vois qu'il n'a même pas bâti sa relation. Tu sais, genre, ce qu'on appelle des freebies, là. Vente facile, que tu vas chercher, genre, boum, le client en a besoin, tu es au bon prix, tu es au bon moment, au bon endroit. C'est que les planètes sont alignées, Mercure est en rétrograde, c'est tout le kit là pour que tu l'aies ta vente. Puis la personne est super contente, elle a dit hey, j'ai fait de ma vente. Puis tu n'as pas bâti ta relation parce que tout était facile, puis tu te dis j'ai pas besoin, que tout est là. Mais ce qui arrive souvent, c'est que tu vas la perdre aussi facilement que tu l'as gagné ta vente parce que tu n'as pas bâti de relation. Fait que le client, il te dit oui. Finalement, 2 jours plus tard, il se retourne de bord, il s'en va vers ton compétiteur. Lui, il a bâti sa relation avec le client A1. C'est arrivé out of nowhere. Tu pensais avoir toute la vente de ton côté, tous les bons points, justement, pour closer ce client-là. Mais vu que tu n'as pas bâti ta relation, tu la perds aussi facilement que tu l'as gagné, cette vente-là. Donc, il ne faut jamais, jamais la négliger, la relation. Puis, je vais apporter un autre point. Le mot closer, OK? J'ai entendu ça dernièrement. Le mot closer, ça veut dire être plus près de quelqu'un, right? Closer to someone. Puis le mot être plus près, ben, c'est avoir une relation plus près avec cette personne-là. Fait que si vous essayez de donner juste un petit truc pour comprendre, closer, plus près, vous avez besoin de bâtir une relation. La vente, c'est ça, à 100%. Exactement. Puis, on n'a pas pris la décision de s'appeler H2H Academy pour le fun. Pour moi, l'humain est au cœur de la réussite dans un processus de vente. L'humain
qui a un bon talent communicationnel, qui crée la relation, qui est authentique, qui est sincère, qui a une éthique de travail, puis que la personne en avant d'elle, le client, comprend ça, puis et se sent respecté, se sent compris dans ses besoins, ben c'est à ce moment-là que vous pouvez closer. Mais honnêtement, puis ça, je l'ai vécu souvent dans des vendeurs qui sont comme « Yeah, j'ai fait une vente. » 20 minutes après, recevoir un appel. Ouais, finalement, on n'ira pas de l'avant. Parce qu'on le sait, il y a des personnalités qui sont aimables qui vont dire oui, 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 oui. Et puis à ce moment-là, ben, ils échappent la vente parce qu'ils n'ont pas créé de relation. Puis il y avait juste une personnalité aimable en avant qui faisait juste dire oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Donc la relation, elle a une valeur inestimable pour avant, pour après, pour vos références, pendant le processus, après le processus. 100%. C'est au cœur de tout le processus de vente. Fait que mettez l'humain en avant-plan. Puis allez comprendre l'humain en avant de vous, ça va vous aider pour créer une relation. Oui, je pense que c'est important qu'on commence avec ce nugget-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Puis je vois même des gens, des fois, qui ont une stratégie de prix. Tu sais, ils ont vraiment un bon prix pour rentrer dans un marché, puis ils sont super compétitifs. Puis ils oublient de bâtir leur relation parce qu'ils ont un super bon prix, puis ils savent qu'ils vont closer avec le prix. Mais ça reste qu'au final, tu es juste un prix si tu as vendu un prix. Si tu t'es battu avec ton prix, tu n'es pas Nicolas Aubin, tu n'es pas Pierre-Luc Murray pour le client, tu es 29,95 par mois. C'est ça que tu es. Ben, exactement. Puis tu vois, c'est drôle, ça me fait penser parce que dernièrement, j'ai parlé avec un entrepreneur. Je n'aimerais pas l'industrie, là, mais lui, dans le fond, il faisait son processus de soumission. En 5 minutes, il fallait que la vente soit closée. Là, j'y ai dit, c'est bien plate, mais moi, si je passe en arrière de toi, c'est sûr que je vais te voler ta vente. Là. Parce que la personne, tout ce qu'elle sait, c'est ton prix. T'sais. Fait que quand c'est difficile sur la rétention client, c'est difficile pour la rétention année après année. C'est sûr que tu vas vraiment capitaliser sur un service, mais entre le moment où tu fais ta vente et le moment où tu délivres le service ou le produit, s'il y a quelqu'un d'autre, un autre vendeur qui passe, qui crée une relation, tu es sûr que tu es fait. Tu es juste un prix. Puis dans la vie, en tout cas en 2022, je ne peux pas encore concevoir qu'il y a des entreprises qui fondent que leur structure sur un prix. Ça peut marcher, mais à moyen terme, puis à long terme, tu vas rencontrer des problématiques. Les gens ne vont pas nécessairement te référer. Puis si tu es juste un prix, ils vont peut-être même oublier c'est quoi le nom de ta compagnie. Parce que t'es juste un prix. Clairement. Fait que je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Je vais passer au prochain nugget pour qu'on s'écarte pas trop sur chacun d'entre eux parce qu'on pourra en parler longtemps. Fait que capture this, relation, point numéro 1 en vente, le plus important. Deuxième chose, je vois beaucoup de gens qui vendent des caractéristiques, qui vendent des produits, qui vendent des avantages, mais qui ne vendent pas de résultats. OK? Puis, n'importe qui cherche à acheter un produit ou un service, peu importe c'est quoi, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, ce que tu veux acheter, ce n'est pas le comment, c'est le quoi, c'est le résultat. Puis, je vois beaucoup trop de gens baser leur pitch de vente, baser leur argumentaire est basé sur leurs caractéristiques, puis comment que leur produit est hot, puis comment il est bon, mais pas sur qu'est-ce qu'il va leur faire, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact dans leur vie réellement, les résultats qu'il va être capable de donner aux clients. Puis ça, c'est un major problème pour beaucoup de gens qui sont dans la vente. Ouais, exactement. Tu vois, hier, en fait, cette semaine, dans notre coaching cohort, on a adressé ce point-là avec Zachary. Zachary dans le domaine du lavage de vitre. J'étais comme, arrête de mettre l'accent sur on va laver vos fenêtres, voici comment on va laver vos fenêtres, mais plutôt qu'est-ce que ça va t'apporter. Tu vas libérer du temps, tu vas pouvoir passer du temps avec ta famille, tu vas pouvoir profiter de la vie. C'est vraiment cet aspect-là qui est important. C'est pas comment je vais laver ta fenêtre qui va faire en sorte que tu vas vendre. C'est quoi le bénéfice que le client en a à tirer? Là, c'est sûr, du lavage de vitre, c'est facile, mais peu importe le moyen, que ce soit du coaching, que ce soit de la vente en B2B, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire affaire avec moi? T'sais, le tracteur, un John Deere versus un Kubota, ils vont faire la même chose. Comment tu peux prendre avantage de tout ça? Ben, c'est exactement avec ce que tu mentionnes là en ce moment. Oui. Faut vraiment oublier le comment dans notre pitch de vente puis faire ressortir le quoi. Qu'est-ce que ça te donne en tant que, en fait, à ton client à qui tu vends ton produit ou ton service? Qu'est-ce que ça va faire pour lui comme impact? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas important, ces détails-là. Oui, un analytique va vouloir le savoir. Puis c'est important que tu connaisses ton produit, ton service que tu vends
Pas nécessairement de le savoir de A à Z à 99%. Là. Il y a des gens qui vendent des logiciels extrêmement complexes. Il y a des gens qui vendent des outils d'ingénierie extrêmement complexes. Ils ne savent même pas eux-mêmes comment il fonctionne, l'outil d'ingénierie, mais ils le vendent pareil. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'expliquer à leurs clients c'est quoi l'impact que ça va avoir d'acheter cet outil-là, d'acheter cette machine-là dans leur entreprise. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas si, je sais pas moi, il pèse 250 livres de plus que l'autre qui va faire la différence. Tu sais. Puis, honnêtement, j'arrive pas à concevoir à quel point, dans beaucoup d'industries, puis là, je ne joue pas la même personne, mais on met toujours l'accent sur apprendre le produit, apprendre comment il fonctionne, apprendre tous les petits détails. Puis même moi, dans le passé, j'ai fait cette erreur-là longtemps. Là, quand j'ai commencé à former le représentant, tu te souviens, j'étais quelqu'un ultra analytique qui voulait savoir chaque détail. Ça a été ma lacune en vente aussi pendant très longtemps de pitcher aux clients les caractéristiques, des avantages. Tu sais, j'étais capable de dire le détecteur de mouvement qu'on vendait, c'était quoi sa fréquence, puis quels animaux il pouvait faire réagir avec ça. Mais on s'en calisse complètement. Ça n'a aucun impact dans ma vente. Qu'est-ce que le client va bénéficier du produit et de faire affaire avec toi. T'sais. Donc, c'est de l'amener à visualiser les points positifs associés à son achat plutôt qu'à l'achat proprement parlé. T'sais. Encore une fois, là, je reviens pour le tracteur. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui achète un Kubota ou un John Deere, c'est plutôt le service à la clientèle, puis le troubleshooting, s'il y a un problème, y a quelqu'un qui va être présent pour m'aider si je suis au milieu de mon... On en parlait avec un de nos étudiants encore, au milieu de mon champ à 3 heures du matin, puis ça bug, y a quelqu'un qui va m'aider? C'est pas mal plus ça qui est important parce que la perte de revenus d'avoir un tracteur qui est arrêté puis de ne pas pouvoir faire ce qu'on a à faire, ça coûte bien plus cher que le prix du tracteur. Fait qu'il faut se concentrer sur le quoi, bien plus que sur le tracteur, il y a telle hausse. Oui, il y a des composantes importantes à expliquer, mais si tu fais juste parler de ça, you miss something. Tu manques quelque chose de majeur, ça fait en sorte que le client voit qu'un tracteur avec un prix. Il ne voit pas au-delà de ça. Et autant pour n'importe quel service, c'est pareil. Puis, pour résumer, je vois des vendeurs super bons pour expliquer leurs produits, leurs services, mais qui sont super poches pour leur attribuer de la valeur qu'ils méritent d'avoir. Gardez ça en tête. Petite nugget. J'ai un super bon exemple. Là, c'est sûr, nous, dans le domaine de la sécurité et des systèmes d'armes, c'est facile. Là. Mais tu sais, là, un contact de porte sur une porte patio, là, ça sert pour l'intrusion, mais ça sert aussi pour empêcher des noyades d'enfants parce qu'il y a une piscine en arrière. Oui. Si tu es un vendeur et qu'il y a une piscine et que tu vois un petit poutre de 4 ans en arrière, là, c'est sûr qu'il faut que tu en parles. C'est sûr. C'est à ça que ça sert. C'est pas juste pour l'intrusion. Ça arrive à tous les étés des noyades. C'est sûr que dans la tête des parents, ça parle. Il faut que tu en parles. T'sais. Puis ça, c'est pas le système de sécurité va vous connecter à la centrale, ça va appeler la police en cas d'intrusion. Honnêtement, ça parle pas dans la tête du client. Mais l'enfant qui s'en va se noyer dans la piscine puis qui a vu à TV 4 fois, 5 fois par été qu'il y a des enfants qui ont eu des noyades, ça parle. Ça, c'est pas comment le système fonctionne. T'sais. Non, c'est qu'est-ce qu'il te donne comme résultat. Exact. Nice. That's it. On va terminer avec cette nugget-là. Audrey vient de décrire que ça lui parle beaucoup. Puis effectivement, Audrey, je sais exactement ce que tu veux dire. Tu as tellement de bénéfices associés à l'utilisation de ton produit à présenter à tes clients. Mets l'accent là-dessus. Ça va vraiment t'aider. Ça c'est clair. Là. Tant mieux si ça te parle parce que c'est direct ça l'objectif. Là. Bien d'accord. Good. J'irai avec mon point numéro 3. Point numéro 3 qui est souvent très, très négligé, encore une fois. Je dis ça à tous les points, on dirait, mais c'est parce que j'entends tellement ça. Puis on parle à tellement de monde dernièrement, puis on voit tellement de lacunes à gauche, à droite, que on dirait que ça nous saute aux yeux plus qu'à l'habitude, évidemment. Mais la vente, c'est important que tu comprennes que ça part de la qualification initiale de ton client. Ce que je veux dire par là, très simple, écoutez, si tu rentres dans ton pipeline, dans ton processus de vente. Là, tu trouves des clients, peut-être tu fais de la prospection, tu apportes tes clients sur un premier appel, un deuxième appel, peu importe le type de prospection que tu as en place. Si tu qualifies mal tes clients, puis tu essaies de prendre absolument tout ce qui passe, puis là, tu te retrouves en vente et tu dis « Voyons, je suis mauvais en vente, Estique, mon taux de closing est à chier. Mon taux de closing est de 15 ». Peut-être que tu n'es pas si mauvais que ça nécessairement en vente. Peut-être que tu es mauvais en tabarnak pour... Désolé, là. Peut-être que tu es mauvais en tabarnak
pour qualifier tes clients. Puis que toi, tu dis, ah oui, je peux aider lui, ah oui, je peux aider lui. Puis au final, il ne correspond pas à ton client idéal, ton client avec qui tu le sais que tu as du succès, ton client que tu peux y apporter une solution, justement, que tu es capable d'y donner un quoi. Des fortes chances que si ton taux de closing est bas comme ça, et en fait, il n'y a pas des fortes chances. Je te dis à 100%, si ton taux de closing est ultra bas comme ça, c'est parce que tu qualifies mal tes clients. Même si tu n'es pas le meilleur en vente, si tu qualifies bien tes clients et tu apportes des gens en vente qui ont besoin de ta solution, qui ont besoin de ton produit, puis que tu es capable au moins de lui expliquer qu'est-ce que tu peux faire pour lui, sans avoir tous les trucs de la vente pour être capable de closer on the spot, puis de te donner plus de leverage, puis d'augmenter ton taux de closing. Sans ça, améliore ta qualification, puis tu vas améliorer ton taux de closing. Puis comment on fait ça, là, préqualifier un client? C'est simple. Qu'est-ce qui cause de l'irritation dans le processus de vente? Qu'est-ce qui cause problème? Puis qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir avant d'arriver à ces problèmes-là? Va chercher la réponse en préqualification. Trouve une belle façon romantique avec une sémantique des mots adaptés pour poser ta question pour que ça passe comme dans du beurre. Puis tu n'auras pas ce problème-là rendu au closing. Tu n'auras pas cette objection-là. Tu sais, beaucoup de gens là, dans l'industrie qui ont de la misère, peu importe la vente, qui ont de la misère avec l'objection, il faut que j'en parle à ma femme. OK? Mm-hmm. C'est ironiquement assez rare qu'on entend il faut que j'en parle à mon chum. Ça, c'est très drôle. Mais on entend souvent il faut que j'en parle à ma femme. Pourquoi vous avez cette objection-là? C'est parce que vous ne l'avez pas préqualifié. Si c'était important de savoir qu'il fallait qu'il en parle à sa femme, votre job, c'est de parler aux deux en même temps. Et voilà. Parce que là, vous laissez monsieur résumer votre vente de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en 5 secondes. Ouais, c'est tel prix, est-ce qu'on le prend? Tout le temps ça. C'est ça, ils sont venus pour la thermopompe, c'est 5 000, trop cher. Et voilà, ils viennent de scraper votre processus de vente, préqualification, ayez les deux décideurs, ayez l'audace de demander qui c'est qui apprend la décision, puis c'est quoi qui va se passer. Voilà. Puis je dirais même dans des entreprises où est-ce que tu sais que ton produit il vaut cher, puis c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter ce que tu vends. Tu devrais qualifier ton client avec des questions à savoir si est-ce qu'il y a les moyens de se payer ce que tu vends ou non. Parce que si ta réfutation numéro 1, quand tu arrives en vente, ton objection numéro 1 quand tu arrives en vente, c'est trop cher pour moi, ben peut-être que tu n'amènes pas les bonnes personnes devant toi à des personnes qui n'auront jamais le budget. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, ils ne l'auront pas demain matin, puis ils ne l'auront pas la semaine prochaine. Ça ne changera pas. Fait que si tu te butes trop souvent à une question de « wow, c'est vraiment pas dans mon budget ce que tu m'offres à l'heure actuelle », ben trouve une façon d'intégrer peut-être en demandant si c'est une entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise, si c'est monsieur, madame, tout le monde, en leur demandant c'est quoi leur travail. Donc, tu sais, de trouver une façon de préqualifier ton client sans que ça soit rude non plus dans tes premières approches avec lui parce que tu ne te connais pas encore, mais trouve une façon de le préqualifier que lorsqu'il rentre dans ton processus, il a coché tes cases nécessaires. Oui, tu as de la job à faire pour aller y vendre après. C'est ton rôle de le convaincre et de lui montrer que ta solution, c'est la meilleure puis que 1000 pièces de plus, ça vaut le 1000 pièces de plus versus peut-être ton compétiteur ou peu importe. Mais s'il te plaît, amène pas des gens dans ton processus de vente que au final, tu te butes toujours contre des noms parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas besoin de ce que tu offres ou ils n'ont pas le budget, s'il te plaît. Oui. Et puis, la conjointe-conjointe, c'est un autre très, très bon point là, que tu as mentionné aussi. Mais tu sais, c'est les obvious. Là, puis là, tu vois, Amine, il marque dans les commentaires que, on le sait, vous faites du développement de l'application à 100 000 $ la copie. C'est sûr que si vous ne posez pas une question à savoir s'ils ont le budget pour vous payer, vous allez en perdre du temps en maudit parce qu'il y a des PME qui ont l'idée d'avoir une application révolutionnaire mais qui n'ont pas de maudite scène à vous donner. C'est clair qu'il faut que ça soit préqualifié un moindrement. Fait que budget, puis surtout, catcher les irritants du closing qui se produisent de façon récurrente, puis réfléchir à comment en préqualification, on ne pourrait pas venir dénouer ce nœud-là pour augmenter ses performances. Parce que, comme, encore une fois, Zachary, il disait, mon taux de closing, c'est 30, j'aimerais ça qu'il soit à 80. Ben, l'éléphant dans la pièce, là, c'est la préqualification. Tu parles à des gens qui ne veulent pas ton service à tous les jours. Tu vas travailler 50% moins pour avoir les mêmes stats ou 50% plus pour avoir un triple de stats. Exact. C'est quoi tu choisis? Tu veux parler aux bonnes personnes. Arrête de perdre du temps et préqualifie convenablement. Oui, puis surtout sûr que le processus de vente est long. Tu sais, moi, closer un client dans du marketing web, ça me prend quand même une première rencontre 15 minutes, une autre rencontre 30 minutes, puis une autre rencontre 1 heure. Fait que si j'ai mal préqualifié dans mon premier 15 minutes,
je perds un 30 minutes plus 1 heure après, je perds 1h30, alors que ce 1h30-là, je le mets en prospection, je vais en chercher un autre client. Fait que c'est question d'optimiser ton temps aussi avec ça. Good? Ah, puis tu veux gérer 2, 3 business en même temps, tu veux être optimisé, tu n'as pas le temps à perdre. Ton organisation doit être A1, tu n'as pas le temps à perdre en parlant des clients qui ne veulent pas faire de la business ou qui n'ont pas de cash. C'est pour ça que mon taux de closing en ce moment, il est au-dessus de 80%, parce que je n'ai pas le temps de parler avec des clients pas qualifiés. Je sais quand je m'en vais en vente, il peut y avoir une chose qui accroche pour X, Y raison, mais j'ai tous mes éléments, je les ai déjà mis au préalable. Je sais que c'est un client qui peut acheter à 100%. C'est ça. Puis je pense que l'erreur sous-jacente, là, c'est que les vendeurs ou les entrepreneurs qui commencent au début sont comme hey, j'ai des prospects, je ne peux pas me permettre de manquer un processus de vente, je ne peux pas me permettre de manquer de rencontres. Puis c'est normal. Au début, vous avez besoin de faire les dents, mais rapidement, vous allez comprendre que vous perdez du temps à parler que vous ne parlez pas aux bonnes personnes. Donc, ultimement, c'est important d'avoir une réflexion stratégique là-dessus. Puis oui, c'est réconfortant de dire j'ai 20 rendez-vous cette semaine, mais s'il y en a 18 que c'est de la scrap, vous perdez un temps plus que précieux. Là. Fait que rapidement, je vous amène dans cette réflexion-là. Du pas cash juste aussi. PL, là. Du cash puis du moral, on va te le dire. Là. Tu rencontres 18 personnes, tu n'en closes pas. Sur le moral là, de savoir que tu as des deals à ton agenda, puis je parle pour l'entrepreneur qui est tout seul, ça y fait chier, mais le vendeur aussi qui vient d'annoncer à son directeur des ventes, hey, j'ai full rendez-vous, puis là, paf, il sort de là, ouais, j'en ai pas closé un. What's going on? Tu te crées des attentes, dans ta business. C'est vraiment pas nice. Fait que je pense que le message est clair. Ouais, c'est clair. Préqualification, guys. Nice. Préqualif. Hey, by the way, si vous voulez l'outil pour préqualif, je fais un petit outil super simple pour vous aider à créer des questions. N'hésitez pas à écrire #précalif dans les commentaires. Là. Je vais venir vous l'envoyer plus tard sans problème. Fait que si vous n'avez pas encore cet outil-là. On va skipper à la prochaine question. Apprends à trouver les problèmes de ton client, puis tu vas apprendre à closer. Qu'est-ce que tu en penses? Plus que d'accord. Surtout s'il acquiesce que c'est un problème. S'il dit t'as vraiment raison, c'est un gros problème. Là, c'est bien plate, là, mais il a creusé son trou, là, c'est sûr, c'est closé. Là, parce qu'en disant oui, j'ai un problème, puis toi, tu es la solution, c'est sûr que tu viens régler ça. T'sais. Et puis, c'est pour ça qu'il faut aller chercher, mais nous, on appelle ça le hot button. Il faut aller chercher cette pierre angulaire-là qui va faire que tu vas closer. C'est ça qui est le plus important. Là. 100%. Puis, tu sais, c'est là, ça part de la préqualif, ça aussi, là, je l'avais mis ensuite pour faire la suite logique de tout ça. Ça part de la préqualif. Tu rentres un client que tu sais qu'il y a le profil de ton client idéal ou qui rejoint vraiment le client avec qui tu travailles normalement, bien, les chances sont très fortes qu'il ait les mêmes problèmes que tes autres clients idéaux ou du moins des problèmes très similaires. Donc, tu es déjà conscient que tu peux l'aider. Puis, tu l'as bien dit, il faut que tu lui fasses dire ses problèmes, il faut qu'il en prenne conscience puis qu'il voit que ça a un impact soit dans son résultat, soit dans son day-to-day. Ça peut être par rapport à son... Si on parle d'une entreprise, ça peut lui faire perdre de l'argent. Si on parle de monsieur, madame, tout le monde, ça peut lui créer des peurs, ça peut faire en sorte qu'il n'est pas bien dans sa peau, ça peut faire en sorte qu'il est en retard à sa job, je dis n'importe quoi. Mais il faut que tu sois en mesure de déterminer le problème et de le faire dire à ton client. Puis ça, c'est une bonne technique que ça vienne vraiment de sa bouche à lui. Ça a un impact beaucoup plus fort que quand c'est toi qui dis « Hey, t'as ça, tel problème. » Ben ouais, de quoi tu parles? Pensez-vous que ça pourrait être mieux? Hey, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas changé. Tu sais. Ah, OK. Je te donne un exemple. Là. Moi, j'aime faire visualiser les gens. Dans le lavage de vitre, là, mettons, j'avais Jean-Guy et Réjeanne, 65 ans, puis Jean-Guy, il aimait ça, laver ses fenêtres, 32 pieds, man, puis il y allait dans l'échelle, puis là, je regardais sa femme. Puis vous le laissez monter là-dedans. Ce qui arrive, c'est qu'il tombe en bas puis il se casse une hanche. T'as raison, c'est terrible. T'sais, là, je leur mets. J'aime pas faire ça, mais ça reste une réalité pareille. Il a 65 ans, s'il plante en bas, il scrape le restant de sa vie. Là, la récupération va être terrible. C'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pour ça qu'on est là et on est assuré. On va s'en occuper. Vous allez pouvoir siroter votre drink relax. Fait que là, c'est d'amener cette douleur-là puis de la mettre en avant-plan. Définitivement. Puis je pense que
encore une fois, ça demande un travail de fond. À chaque fois, justement, que tu as des rencontres avec tes clients, il faut que tu sois en mesure de les noter. C'est quoi ces problèmes récurrents-là? Puis quand tu arrives sur un appel avec lui, sur une rencontre avec ton client, ben, que tu sois à la recherche, tu sois en mesure de trouver une façon de le soulever, de montrer l'éléphant qui est dans la pièce, qui est son problème, son besoin qui est souvent un problème. Donc, il faut que tu arrives à mettre ça en évidence, puis tu vas arriver à closer. Parce que dans ton closing, tu vas soulever ce problème-là. Tu vas dire, regarde, vous m'avez dit exactement telle chose qui causait tel problème pour vous. Right? Oui, effectivement. Parfait. Nous, on va venir régler ça avec telle chose qui va vous donner tel résultat. Ah, voilà. Simple as that. Ça règle le problème. Puis on s'en occupe. Puis voici comment on va bien le faire. Puis vu que tu as confiance en nous, on va de l'avant. C'est ça. Définitivement. Puis j'ajouterais que si tu essaies de vendre, encore une fois, comme on parlait à l'autre point, de vendre des caractéristiques, des avantages, des bénéfices, oui, ça peut paraître super cool, tes avantages, tes bénéfices que tu fais, mais ça ne donne pas de valeur à ton prix, ça ne donne pas de valeur à ton service, ça fait juste l'expliquer. Point. Ils savaient déjà probablement que ton service était ça. Là. Tu sais, si tu t'en viens justement, en parlant de lavage de fenêtres, je l'ai dans la tête, tu n'arrêtes pas d'en parler, mais tu sais, si tu t'en viens laver les fenêtres, tu dis, ben, on a une hausse de temps de pied, on a une affaire qui va laver tes fenêtres, on fait ça dans ce sens-là pour ces fenêtres-là. Lui, il s'attendait déjà à ce que tu aies quelque chose pour laver ses fenêtres. Là. Il ne s'attendait pas à ce que tu arrives en hélicoptère là, pour laver ses fenêtres. Là. Et que tu as un ninja qui sort. Il savait déjà qu'est-ce que ça allait acheter. Tu achètes des écouteurs audio. Celui-là, il a tant de force. OK, le gars analytique va vouloir peut-être comparer certaines choses, mais l'autre client, il dit, gars, montre-moi, c'est. Oh, tu l'essayes. Wow, c'est insane. Wow, on parle de résultats, on ne parle pas de caractéristiques, on ne parle pas d'avantages. Donc, encore une fois, tu vas chercher les problèmes, tu es capable d'aller soulever les solutions beaucoup plus facilement. C'est la même chose dans ton industrie. Là, le monde qui vient de te voir, là, s'ils ne savent pas que c'est pour générer des livres, là, ça va pas bien à la shop. Là, il faut que tu crées de la valeur sur le process, sur comment il va avoir un retour sur investissement. Il faut que tu sortes du cadre parce qu'ils savent qu'en venant te voir, c'est pour générer des leads dans leur compagnie. Ben oui. Et moi, ils ont toujours les mêmes problèmes. Là, maintenant, là, préparer une proposition, c'est toujours la même affaire. Souvent, ils sont dans les activités, donc ils perdent du temps à gérer leur propre publicité eux-mêmes, ils ne sont pas où est-ce qu'ils sont le plus rentables. Ils n'ont aucune idée de c'est quoi leur retour sur investissement. Ils investissent de l'argent comme ça à l'aveuglette. Puis, ils n'ont aucun système qui convertit. Fait qu'ils font des pubs, mais ils vont chercher 10%, 20% du marché. Fait que, je te savais dedans, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes solutions que j'ai pour ces gens-là. Je le connais. Ça m'a pris du temps avant d'arriver avec tous mes points, comment dire, que je souligne à tous les ventes comme ça, mes problèmes, mes solutions. Mais une fois que tu arrives à bien connaître ton industrie, que tu le sais, que tu fais une petite recherche là-dedans, tu es en mesure de soulever pas mal les mêmes problèmes avec tes clients. Exactement. Nice. On va aller au prochain point qui va venir comme clore la boucle un peu, si on veut, de nos. On a fait un peu le processus de vente dans nos nuggets. Hein? Mais on va venir clore ça avec l'auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation, qui est la pièce maîtresse de l'évolution, tout simplement. Si tu n'es pas en mesure de t'auto-évaluer en tant que vendeur, en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas capable de regarder ton processus de vente, où est-ce que ça cloche, où est-ce que tu peux y avoir des améliorations, où est-ce que ça fait wow pour ton client, puis que tu as vraiment un haha moment pour lui. Tous des points comme ça rapides que je donne. Si tu n'es pas en mesure d'évaluer ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal, tu ne changeras jamais. Puis je dis si tu n'es pas en mesure. On est tous en mesure de le faire. Si tu ne prends pas le temps de le faire, ça évoluera pas. C'est tout le temps ça. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est possible de s'auto-évaluer. Oui, clairement. Ça n'a pas été appris dans notre société de se remettre en question. Là. Ça n'a pas été enseigné à personne. Là. Autant au personnel que dans le professionnel. D'accord. Tout ce qu'on a, c'est des directeurs des ventes gossants qui nous disent là, il faut que tu améliores telle affaire. Nous, ce qu'on veut, là, c'est que vous deveniez le directeur des ventes gossant envers vous, que vous ayez l'aptitude de vous auto-évaluer. Puis si ça vient de vous, ça va être beaucoup plus puissant que si ça vient d'un externe qui vous dit quoi faire. Puis en plus, cet externe-là, 90% du temps, vous ne l'aimez pas parce qu'il vous tape ses nerfs. Fait essayez donc d'être autocritique envers vous, puis vous amener dans un processus, puis de comprendre qu'est-ce que vous avez échappé, puis comment vous pouvez vous améliorer. C'est le meilleur tips que je peux vous donner aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Là.
Ouais. Puis ça se fait tout au long de ton processus, là, tu sais. Du moment que tu commences à faire de la prospection, à aller jusqu'à ta vente, tu as plein de points que tu peux améliorer, il y a plein de trucs. On n'a jamais la solution parfaite à 100%. Jamais, 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 jamais. Peu importe ce que tu fais, tu as toujours un moyen de t'améliorer un petit peu. Encore aujourd'hui, je m'auto-évalue sur mes ventes. Je n'ai jamais arrêté de m'auto-évaluer. Ça m'est déjà arrivé d'oublier des fois de le faire, de faire comme, ah, tu sais, je continue dans mes ventes, là, je fais, oh shit, il me semble que ça va moins bien ces temps-ci. C'est vrai, je n'ai pas regardé ce que j'ai fait. Je n'ai pas regardé les points qui ont été, comment dire, plus nocifs. Je n'ai pas regardé les points qui m'ont donné des wins, qui m'ont fait gagner des clients. Fait que là, après ça, il fallait que je revienne en arrière. Puis le truc que je peux donner à quelqu'un qui veut s'auto-évaluer, fais-le tout de suite après tes activités. Attends pas de le faire une journée, 2 journées, 3 journées plus tard, parce que de un, tu vas oublier ta rencontre, tu vas oublier ce qui s'est passé pendant cette rencontre-là, donc tu ne seras pas en mesure de ressortir les bons points. Quand tu sors d'une rencontre de vente, assure-toi d'avoir un petit tableau, des trucs à cocher, des notes à prendre, savoir si tu as fait les choses de la bonne façon, si tu n'as pas fait les choses de la bonne façon. Fais-le à chaque fois et tu vas avoir rapidement une évolution dans tes skills. Si tu vois que tu as de la misère avec tel point, ben, tu vas aller chercher un outil pour ça. Tu vas trouver, tu vas creuser quelque part pour aller chercher quelque chose qui va t'aider là-dedans. Si tu as les yeux fermés comme ça et tu penses que tu fais tout de la bonne façon, mais jamais tu vas prendre le temps de le faire, jamais tu vas aller chercher cet outil-là qui va pouvoir te débloquer puis peut-être augmenter tes ventes d'un 10, 15, 20, 30% de closing. Who knows? Ouais. Puis j'aimerais jumper sur un point. Là. Je vois que Mélissa, elle nous commande beaucoup. Là. J'ai répondu. Mélissa, tu sais, évidemment, il y a des gens qui n'acceptent pas d'être autocritiques, mais pour une problématique un peu plus grave, il faut faire attention aux personnalités narcissiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, du travailleur autonome et des vendeurs à commission. Les narcissiques sont très présents et ces gens-là n'ont pas la capacité à introspecter. Puis ces gens-là, il faut rapidement les identifier et s'en débarrasser dans notre entreprise parce Malheureusement. que ça cause problème. C'est jamais de leur faute. Tous les problèmes qu'ils engendrent, c'est de la faute des autres. Eux, ce sont les meilleurs. Puis mettons qu'il y a Dieu, ils sont comme une petite couche au-dessus d'eux autres. Là, fait qu'ils sont faciles à reconnaître, ces gens-là. Donc, c'était pas dans le but du live aujourd'hui, mais j'attirerais ton attention à analyser les personnalités autour de toi. C'est les gens qui sont pas capables de zéro introspection, pour moi, ça me parle beaucoup. Là. Bien d'accord, tu sais, puis on l'a vu avec le temps, là, une personne qui n'est pas coachable, une personne qui ne veut pas écouter de conseils. Puis c'est vrai que quand ça vient d'autres personnes, des fois, c'est pas toujours le fun. Quand ça vient de nous, c'est plus facile de le mettre en fonction. Mais tu sais, puis même moi, là, qui est quelqu'un d'assez tête dur, je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble, puis j'ai commencé à cogner des portes. Là. Tu me disais des trucs, puis j'étais comme, ouais, mais ça, non, je suis pas sûr. Ouais, j'étais juste vraiment une grosse tête dure qui ne voulait pas écouter. Puis le moment que tu me dis, hey, regarde qu'est-ce que tu fermes tes portes, tu sais. Prends le temps de voir qu'est-ce que tu as fait. Là, je fais, non, pas fou, ça. Puis j'ai commencé à m'auto-évaluer entre mes portes, puis rapidement, je pense qu'à l'intérieur de 1 ou 2 mois, j'ai comme doublé mes ventes, là, juste parce que j'ai commencé à faire ça au lieu de répéter, puis de répéter, puis de répéter la même erreur non-stop. J'ai commencé à m'auto-évaluer, puis ça a fait une énorme différence. Puis les reps qui arrivaient avec nous, qui n'étaient pas capables de ça, tu sais, quand tu lui poses la question, puis qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal? Je ne sais pas. Il ne tente pas de s'auto-évaluer. Il ne veut même pas faire l'effort parce que pour lui, ça ne change rien. Il est déjà le meilleur, comme tu as dit. Non, exactement. Puis ça, c'est problématique dans les entreprises. T'sais. Puis, c'est-tu une autre bonne façon de savoir que quelqu'un ne s'auto-évalue pas? À chaque fois que tu lui poses la question pourquoi ça n'a pas marché, il va te dire le compétiteur a baissé son prix. OK. L'autre avait un meilleur produit que moi. OK. C'est là, comme tu as dit tout à l'heure, là, la Mercure était rétrograde. Là. Ces gens-là, c'est jamais de leur faute. Genre, c'est impossible que ce soit eux qui aient échappé la balle. Mais voyons donc, 98% du temps, c'est de ta faute si tu échappes une vente. Point. Je veux dire, c'est Exact. pas la météo qui fait en sorte que tu closes ou tu closes pas. C'est de ta faute. Regarde ton nombril, là, puis enlève la mousse dedans, puis comprends comment tu interviens dans ton processus de vente. 100%. Puis bien souvent, c'est parce que ton client n'est pas bien qualifié que tu arrives à la fin et tu ne le closes pas. On va avoir Exact. fait. Il y a toujours quelque chose à comprendre, puis de penser que c'est toujours l'externe qui est coupable de ta réalité. Il y a bien des gens comme ça. Là. Ah, moi, pas été chanceux, là, dans la vie, ça n'a pas bien été, puis tu sais, qui prennent rien en contrôle. Là. Mais la vente, là, c'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui maîtrises ton processus de vente. Si tu ne closes pas, il y a toujours une raison. Et c'est rarement
à cause des autres. Oui, la compétition peut te faire perdre un deal de temps en temps. Je ne dis pas que c'est pas le cas. Mais la très grande majorité du temps, tu as échappé quelque chose. Tu as échappé de quoi? Dans la tarte de la méthode holistique de la vente, là, on y va tellement de façon granulaire que c'est sûr que tu as échappé un petit quelque chose. Ouais. 100%. Je pense que ça conclut bien sur l'auto-évaluation. Encore une fois, le message est très clair. S'il y a des gens qui ont d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir nous voir aussi par après, ça va faire plaisir. Ça a été très actif aujourd'hui. On s'est rendu à, j'ai vu 20 un moment donné. Yeah. On est rendu à 33 commentaires. Crazy. Je pense que c'est notre meilleur live depuis le début. Si vous êtes là, on se pratique. C'était le plus gros sujet à date aussi. Hein? Donc, il attirait les gens. Si vous êtes avec nous, guys, puis vous n'avez pas commenté, juste nous dire un petit salut, s'il vous plaît. Si vous êtes en replay, #replay, qu'on sache que vous avez écouté la vidéo. Super apprécié de votre part quand vous faites ça. Puis, je tiens encore une fois à dire bienvenue à tous les nouveaux membres. S'il y en a qui se sont joints à nous au courant de la première portion ici, on est super content que vous soyez dans le groupe. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, whatever. On est toujours là pour aider les membres du groupe. Donc, exact. Ouais, pour faire la suite, là, dans le closing, il vient les objections ensuite, right? Puis, on va vous faire un live dans les prochaines semaines sur les objections. Comment y répondre? Puis, on va le faire sous forme de roleplay selon l'industrie, que ce soit en B2B, que ce soit en B2C. On veut vous donner des outils spécifiques parce que pour moi, les objections, là, c'est toujours la même affaire. Pour un tracteur à 500 000, pour un lavage de vitre à 300 $, pour une chasse de tête, pour n'importe quoi. C'est toujours les mêmes objections et ils peuvent être gérés en pré-qualif, mais ils peuvent aussi être répondus en hard close ou en soft close. Puis c'est la fin là, que j'imagine que tu veux adresser pour aujourd'hui. Là. Ben ouais, c'est la prochaine étape. Si on a du temps, on a pas mal rentré dans le processus de vente, mais on va peut-être faire un petit dernier loop dedans pour terminer. Ouais. Mais oui, je vais sauter dans le hard close versus soft close. Donc, il y a une chose que je voulais souligner, parce qu'on a eu cette question-là l'autre fois, on y avait répondu. Je vais juste mettre la différence entre un hard close et un soft close. La différence entre les deux, un hard close, c'est que no matter what, tu es sur place, tu parles avec quelqu'un, tu veux closer coûte que coûte, ou bien tu vas laisser le temps à la personne de back off, aller réfléchir, prendre le temps d'aller discuter avec son mari, sa conjointe, peu importe la situation. Donc, le hard close versus le soft close, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut faire un hard close? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu devrais aller sur un soft close? Moi, le premier point que j'avais ici, c'est que tu peux toujours te permettre de faire un hard close lorsque tu as tous les éléments. Lorsque tu es allé chercher 100% des éléments au préalable, que ce soit dans ta pré-qualif, dans ta qualif, puis dans ton pitch de vente initial, où est-ce que tu as déjà répondu à certaines questions, tu as soulevé déjà plusieurs points. Lorsque tu es capable d'aller chercher tous ces éléments-là, c'est-à-dire tu as les problèmes de ton client, tu as les solutions pour ton client. Tu as une urgence à régler. Le client te dit oui, faut que je règle ça. C'est maintenant que ça se passe. C'est là que j'ai besoin d'acheter mon tracteur. C'est là que j'ai besoin de faire laver mes fenêtres. Tu as une urgence, tu as les problèmes. Toutes les parties sont considérées. Donc, troisième point, toutes les parties sont considérées. Super important. Si justement, tu as besoin de monsieur, madame pour closer ton deal, tu t'assures qu'ils sont là les deux. Si tu parles à une entreprise, qu'il y a plusieurs associés dans l'entreprise, tu t'assures que les associés soient là ou d'avoir eu le hockey des autres au préalable. Donc, tu t'organises pour avoir tous tes éléments pour que la personne soit en mesure de dire oui ou non. C'est pas grave si ce n'est pas un oui. L'important, c'est que est-ce que tu as tous les éléments pour aller chercher ta réponse puis qu'il n'y a pas de je dois aller penser à ça, je dois regarder ci, je dois aller faire le tour de la maison 2 fois puis revenir. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas faire un hard close quand tu as 100% de ces éléments-là? Tu n'as pas de bloquant. Dernier point, je dis que tu n'as pas de bloquant. C'est sûr que lorsqu'il y a un contrat qui est en jeu, quelque chose que tu ne peux pas tasser de façon légale ou quoi que ce soit, évidemment, c'est des bloquants qu'on ne peut pas contrôler puis que ça va venir jouer dans le temps pour nous. On va closer cette vente-là probablement plus tard. Mais outre que ça, si tu as les problèmes, si tu as l'urgence à régler et si tu as les parties qui sont sur place, toutes les personnes concernées, tu devrais être en mesure de faire un hard close on the spot. Tu es d'accord avec moi? Exact. Ben, en fait, je bonifierais avec, ça c'est tous les éléments importants, mais la relation en supplément. Parce que pour moi, un hard close, des fois, ça peut être corsé rendu au closing. Tu sais, là, on joue à
on joue moi, ce que j'appelle danser le tango, là, quand on rentre dans les objections. Puis des fois, sans bonne relation, je ne peux pas me permettre d'être un peu crunchy dans dans mes objections. Donc, pour moi, ça, ce serait comme la suite logique. Là, Je la prenais pour acquis, la relation là-dedans. Ouais, parce qu'on en a assez parlé. Là. Ouais. Mais définitivement, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu vends, peu importe le service, le produit, si tu es allé chercher tous ces éléments-là, tu devrais être en mesure d'aller chercher un oui ou un non on the spot. Si tu sais que le besoin est là, que tu as la solution en ce moment, que c'est un client qui est préqualifié déjà au niveau du budget, au niveau de qu'est-ce que toi tu offres. Il y en a de besoin en ce moment. Désolé, il y a un chat qui va s'en venir avec moi sûrement. Puis tout le monde est là à la table. Ben, tu as tous les éléments pour qu'il y ait une décision qui se prenne en ce moment. Fait que pourquoi attendre? Pourquoi les laisser back-off sur ça? Pourquoi les laisser aller trouver des bébites que tu pourrais répondre on the spot? Parce qu'il y en a des objections à avoir, ressors-les maintenant. Ressors-les à ce moment-là si la personne veut aller penser, elle va aller plus loin. Parfait, vous voulez réfléchir. Je suis curieux à quoi vous voulez réfléchir en ce moment. C'est qu'est-ce qui vous chicote par rapport à ça? Telle affaire. Une objection en cache souvent une autre. Donc, à toi de poser les questions on the spot, à toi d'aller creuser, parce que ce n'est pas eux en retrait qui vont avoir les réponses à leurs objections, c'est toi qui vas avoir les réponses à leurs objections. Donc, si tu attends qu'ils se parlent de ça entre eux, sans te consulter, sans que tu sois là sur l'appel, tu vas juste brûler ta chandelle complètement. Ouais. Puis, tu sais, sans trop rentrer dans l'objection, là, 100% du temps, la première objection, c'est de la bullshit. La deuxième, c'est de la bullshit. Puis la troisième, on commence à avoir c'est quoi la vraie objection. Fait que la majorité des vendeurs qui décrochent après une objection, vous manquez pratiquement toutes vos shots. Honnêtement, il faut creuser, il faut aller chercher. On veut pas, au Québec, on veut pas déplaire. On veut pas dire non aux gens. On va dire des peut-être parce qu'on a été bien élevés pour la plupart, puis parce qu'on ne veut pas déranger. Et nous, notre job en tant que vendeur, c'est d'aller chercher s'il y a un non ou s'il y a un peut-être, comment on peut le transformer en oui. C'est ça notre job. Fait qu'il faut aller par-dessus les objections. Mais on ne rentrera pas dans le roleplay aujourd'hui là, parce que ça, ça peut être 1 heure juste d'objections. Ouais, je suis bien d'accord. On va garder ça pour un prochain live. Là. Comme tu l'as si bien annoncé tantôt. On s'en était pas parlé, mais ça va être ça notre prochain live dans 2 semaines. OK, parfait. Good. Super. Cool. Fait que je t'amènerai là-dessus. Donc, ton soft close, là, souvent, tu vas faire un soft close si tu ne les as pas, tous ces éléments-là. C'est là où je voulais en venir. Si tu n'as pas à la table tous ces éléments-là, puis des fois, ça arrive, là, élément de surprise. Là, tu t'attendais à avoir tous les éléments, puis finalement, on t'annonce qu'il y a une autre chose. Est-ce que c'est parce que tu as mal fait ta qualification, ta pré-qualif? Pas que tu l'as mal fait, mais tu as peut-être juste laissé glisser quelque chose qui fait en sorte que tu arrives sur ta vente et que tu ne savais pas qu'il y avait un associé dans l'entreprise. Tu ne savais pas qu'il y avait un conjointe qui allait être là. Donc, tu as échappé une information qui t'a empêché de faire ton hard close. Donc, tu n'as pas le choix d'y aller d'un soft close à un certain moment. Puis, si je peux donner un seul truc, quand tu ne closes pas on the spot, book-toi un moment de rappel avec la personne parce que je vois tellement de monde dire « Ah, il va me rappeler là, j'attends qu'il me revienne. » Jamais un client te revient. Là. C'est vraiment rare qu'il va faire comme « Ouais, je vais penser à ça. » Tu sais. Pense-y, là. Tu viens de faire un pitch à ton client. Ce soir, en allant se coucher, là, est-ce qu'il va vraiment penser à ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il va vraiment être comme genre « Hey, je me demande le deal à 500$ de Pierre-Luc, est-ce que je le prends? » Il ne pense pas à ça. Il en a parlé avec sa femme 5 minutes pendant qu'il soupait, puis c'est terminé. Ou il en a parlé à son associé. C'est encore long. Là. 25 secondes, tu veux dire? Mais c'est ça la réalité. Puis j'ai l'impression qu'on se fait des fausses à croire. Souvent, quand on fait un soft close, on est comme « Ah, il va nous revenir. » Ça arrive là, des fois que tu as des éléments qui vont t'échapper. Puis tu peux pas. Puis il y a des cycles de vente qui sont plus longs que d'autres. Fait que je ne veux pas rentrer dans comme tous les cas particuliers qu'il peut y avoir, mais c'est à toi de savoir est-ce que j'ai vraiment fait tout mon possible, j'avais-tu tous les éléments pour que ça se passe aujourd'hui? Si je n'avais pas tous les éléments, non, ben qu'est-ce que je peux faire next time? Encore une fois, c'est de l'auto-évaluation pour t'améliorer. Puis pour te mettre dans une position où est-ce que ton close on the spot peut arriver plus souvent, tout simplement.